Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 14 septembre 2020. On va parler aujourd'hui de cette vidéo virale qu'on est en train de partager sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui montre, malgré les dires des médias, des hôpitaux vides. On va revenir sur la marche qui s'est produite cette fin de semaine à Montréal, une marche monstre qui a ébranlé encore une fois l'establishment, et on va finir avec une opération qu'on va lancer à Radio-Québec, l'opération Masque Rouge. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. On va y aller avec la première nouvelle. Il y a eu cette vidéo virale qu'on a vue circuler aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et on va inciter, avant d'aller à la vidéo, on va inciter tout le monde. Il y a plein de personnes dans le système de santé qui nous écrivent. On va inciter les personnes, on va demander aux personnes qui en ont le courage, même si vous n'avez pas le droit de filmer et même si le gouvernement vous envoie des courriels vous demandant la loyauté et vous offre des primes COVID, on va vous demander de filmer vos hôpitaux. Alors, avant d'aller à la nouvelle, on va demander aux gens qui veulent nous parler à Radio-Québec de filmer des urgences vides, comme celle qu'on va montrer ici, afin de contourner le narratif médiatique. Nous autres, ici à Radio-Québec, on va garder nos sources anonymes. Mais c'est important là, de montrer, de défaire complètement les mensonges médiatiques, et on a besoin des gens dans le système de santé pour nous refiler de l'information. Voilà. Alors, donc, il y a cette nouvelle, on annonce depuis plusieurs jours cette pseudo-recrudescence des cas qui sont basés sur des tests fautifs, 90% de faux positifs. On dit qu'il y a une augmentation des cas alors qu'on a pratiquement triplé le nombre de tests au Québec. On en faisait 10 000 il y a à peu près 2 semaines. Là, maintenant, on en fait presque 30 000 et on s'étonne qu'il y ait une augmentation des cas positifs. On a parlé du problème, on a déjà parlé à Radio-Québec du problème avec ces tests. Ils produisent de faux positifs et donc il n'y a plus de malades au Québec. Les gens qui sont testés positifs sont asymptomatiques. Le virus est pratiquement mort, mais on nous fait peur avec ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a anguille sous roche. La santé publique est censée être au courant de tout ça, mais ils ne soufflent le mot. Les politiciens ne soufflent le mot. Tout le monde semble complice dans ce délire sanitaire, alors que n'importe qui consulte les chiffres officiels se rend compte qu'il y a un problème, que le virus n'est plus dangereux. Voilà. Alors, on nous fait croire qu'il y a une augmentation dans les soins intensifs. Ben oui, parce qu'il faut que ça aille, ça ne peut pas juste être des cas asymptomatiques. Hein? Il faut qu'il y ait des malades. On dit, il faut qu'il y ait des malades. Et là, les médias nous disent, oh oui, oui, il y a des malades. Les soins intensifs débordent à Québec. Là, il y a plusieurs personnes qui nous écrivent et dans différentes régions. Ils ont instauré cette espèce de système de couleurs par région, vert, orange, jaune, rouge, quand on est dans le rouge, quand ça dépasse un certain nombre de cas. Ça, c'est pour manipuler la population. On va faire passer à une couleur, genre comme au orange, sans raison valable, sans qu'il y ait réellement de cas. Comme cette dame ici nous explique qui travaille dans le réseau de la santé. Je travaille en santé dans la région de Trois-Rivières. Arruda a mis la région en jaune alors qu'il n'y a plus aucun cas ni décès. On est en dictature, faites circuler. D'autres personnes qui partagent sur les réseaux sociaux dont on essaie de garder l'anonymat, qui dit « Vous êtes chanceux que je n'ai pas le droit de prendre des photos. Je finis bientôt mon shift et on a seulement 4 patients à l'Hôtel-Dieu. Vous mériteriez sérieusement une poursuite aux criminels. » En parlant de la couverture médiatique. Alors, on nous dit que les hôpitaux débordent. Et là, comme j'expliquais la dernière fois avec la vidéo de Mike Flynn qui disait « On a réussi à reprendre notre pays aux États-Unis avec les citoyens journalistes. » Là, il y a des citoyens journalistes qui se pointent dans les urgences pour montrer que c'est faux, qu'il n'y a pas une augmentation des cas. Comme on l'avait montré, comme ça s'était passé au mois d'avril, je pense, mois d'avril dernier, j'avais fait une vidéo, les mensonges médiatiques, là, c'est il y a à peu près 5 mois. On disait qu'il y avait une augmentation des cas dans les hôpitaux à New York. Les citoyens journalistes se présentaient sur place et c'était criquet, c'était vide, il n'y avait absolument personne. C'était des opérations de communication. Il y a eu la même chose qui s'est produite à peu près au mois de juin. Je pense que Richard Majot qui a fait 2-3 hôpitaux, on nous disait qu'il y avait au mois de juin, il y avait une augmentation des cas et c'était encore une fois criquet dans les hôpitaux, c'était vide. Alors, je vous montre la vidéo. La personne, on nous a dit qu'à Québec, hein, la situation a pris une tournure critique aux soins intensifs. Presque tous les hôpitaux de Québec, selon ce qu'a pris le groupe TVA Nouvelles.
OK? Alors, les soins intensifs débordent à Québec. La personne s'est pointée. Je vous montre la vidéo. Les soins intensifs, c'est pourquoi c'est pour vous? Non, ils nous disent dans le journal, ils viennent de dire qu'aux soins intensifs à l'Enfant Jésus, partout à Québec, là, il y a des cas de COVID-19 partout. Non, mais t'as personne ici, il y a une personne. Il n'y a personne. Alors, la personne dit non, il n'y a personne ici. Si vous entendez mal, là, le préposé dit non, il n'y a personne ici. Ouais. C'est pourquoi, mais vous venez pourquoi? Ben moi, je viens voir s'il y a vraiment un cas de COVID-19, que c'est la folie furieuse sur les respirateurs dans les soins intensifs à Québec. C'est ça qu'ils disent dans le journal. Non, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous n'avez rien vu. Alors, le garde de sécurité dit il n'y a rien si vous entendez mal. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas d'urgence. C'est un mensonge médiatique. Bravo à cet homme qui s'est pointé avec son cellulaire à l'hôpital. C'est ça qu'on doit faire, tout le monde. Fait que je peux aller, je peux filmer, montrer qu'il n'y a rien. Filmez où? Ben ici, là. Non, mais vous n'avez pas le droit de filmer. Bon, ben, je vais partir dehors. Le monsieur vient écouter la vidéo originale. Alors, la personne constate qu'il n'y a rien. Le garde de sécurité lui dit il n'y a rien. Ça fait plusieurs fois qu'on attrape la santé publique à mentir sur les chiffres du COVID dans les hôpitaux, à augmenter le niveau d'alerte, comme ils viennent de le faire là, dans la région de Trois-Rivières, alors qu'il n'y a pas de cas. On les avait pris en flagrant délit en juin. Richard Majot les avait pris en flagrant délit en juin. On les avait aussi pris aux États-Unis, à New York, en flagrant délit, le lendemain du reportage. Il y avait plusieurs reportages à la télévision qui disaient que les hôpitaux débordaient. Alors, c'est ça. Donc, ce que j'encourage les gens à faire exactement ça. Quand ils nous disent que les hôpitaux débordent, présentez-vous avec des cellulaires. On va présenter les vidéos ici à Radio-Québec. Mais je demande surtout au personnel de la santé. Je sais que vous êtes tenu par des dispositions légales qui vous empêchent de parler, de commenter, etc. Nous allons, comme des journalistes, j'aime pas l'expression journaliste, comme des citoyens journalistes, dit Mike Flynn, là, conserver l'anonymat de nos sources. Alors, si c'est indiqué que votre hôpital est débordé sur TVA Nouvelles ou dans quelque autre nouvelle sur le site de la santé publique et qu'il n'y a personne ou qu'il y a très peu de gens, filmez avec votre cellulaire, contactez-nous, filmez vos hôpitaux vides, les personnels de la santé, on va garder votre anonymat et envoyez-nous un message à Hôpital Vide avec le titre Hôpital Vide à alexiscossettrudel1@gmail.com, mon ancienne adresse. Ils ne pourront pas continuer à mentir comme ça. Comprenez? Si le personnel de la santé filme sur place et nous envoie les vidéos de façon anonyme, ils ne pourront pas mentir. OK? Alors ça, c'est d'une part. Ils se sont fait prendre aujourd'hui, mais ce n'est pas la première fois qu'ils se font prendre. Ils se sont fait prendre aussi, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, avec les commissions scolaires. On nous indiquait ici, ça c'était la semaine dernière, le nombre d'écoles touchées par la COVID-19 augmente. Hein, le ministre Jean-François Roberge se fait rassurant. Et là, le ministère avait publié une liste d'écoles avec des cas partout où est-ce que ça augmentait. Le problème, c'est que c'était encore une fois comme les hôpitaux, truffés soit d'erreurs ou de mensonges. Et là, je vous fais un petit florilège de toutes ces commissions scolaires et ces écoles qui disent non, 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 non. On a mis des cas, on a attribué des cas à notre école alors qu'il n'y a pas de cas ici, comme les hôpitaux. Alors ici, hein, c'est, là, je ne sais pas, école de la source. Nous vous informons qu'il s'est produit une erreur d'inscription lors de notre contrôle sur le site du gouvernement du Québec concernant le cas de COVID-19 confirmé dans les écoles du Québec. OK? Donc, en date du 8 septembre, aucun cas confirmé n'a été déclenché. Voilà. Alors, ils disent que c'est une erreur. OK? Ouais, admettons. Admettons, disons que ça commence à faire beaucoup, là. Même chose ici, la voie régionale. Il n'y a pas de cas de COVID-19 à l'école Edgar Hébert à Valleyfield, malgré une inscription sur la liste de TVA Nouvelles. Non, il n'y a pas de cas de COVID-19 à l'école Edgar Hébert de Salaberry de Valleyfield. Même chose ici. Chers parents, ce matin, le gouvernement du Québec a partagé sur son site web une liste d'écoles ayant au moins un cas rapporté de COVID-19 depuis le 1er septembre. Parmi ces écoles se trouvait le Collège Saint-Ambroise. Il s'agit d'une erreur. Celle-ci sera rectifiée rapidement. Aucun code. Hein? Et là, on continue. Là. Hein? Ça fait beaucoup d'erreurs. Ici, école secondaire du Coteau. Objet erratum dans la liste des écoles ayant un cas positif de COVID. Chers parents, nous tenons à vous informer que la liste des écoles ayant au moins un cas confirmé de COVID-19 publiée sur la liste du gouvernement du Québec comporte des erreurs ainsi
Contrairement à ce qui est indiqué sur cette liste, notre école n'a déclaré aucun cas confirmé de COVID depuis le premier jour de classe. Même chose ici, message important COVID-19, il y en a plein comme ça. Bonjour, monsieur, madame, la présente pour vous informer qu'aucun cas de COVID-19 n'a été déclaré dans notre école, etc., etc. Merci de votre collaboration. Voilà. Alors, comprenez que c'est dans les écoles, dans les hôpitaux, etc., tout ça, ça semble être de la frime. Et nous connaissons tous des personnes. J'ai parlé dans les manifestations, j'ai parlé à des dizaines d'infirmières, de personnes, de préposés qui travaillent dans le système de santé qui disent que c'est de la frime, tout ça. Okay? Que les hôpitaux sont vides, mais qu'ils n'ont pas le droit de parler. Et les hôpitaux, de toute façon, ont intérêt à déclarer les cas COVID puisqu'ils reçoivent des bonus. Chaque cas déclaré COVID là, dans un hôpital, ils reçoivent de l'argent. Alors, disons que les erreurs se font toujours du même bord. Vous comprenez? Alors, voilà, donc, afin d'éviter que ces erreurs se reproduisent, nous demandons au personnel hospitalier de filmer leurs hôpitaux. Lorsqu'on déclare des cas ou des éclosions COVID, d'aller rapidement un petit vidéo sur cellulaire, montrer que si c'est le cas ou non, hein, afin qu'on puisse retransmettre ça ici à Radio-Québec. On va se faire le vecteur de ces vidéos-là dans les hôpitaux du Québec. Ça va rester anonyme et le Québec en entier vous en sera reconnaissant. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de cette marche qui a eu lieu samedi à Montréal. C'était une marche gigantesque, la plus grosse marche depuis... il y a eu la marche pour le climat qui était passablement grosse. C'était presque comparable à la marche sur le climat. Honnêtement, j'étais aux deux marches et les deux étaient impressionnantes. Évidemment, la marche pour le climat, il y avait peut-être un petit peu plus de personnes, mais là, on indiquait 1,5 million, alors que ce n'était pas du tout le cas. Et nous autres, ils nous ont donné 10 000 personnes, alors qu'on était probablement plus autour de 60-70 000 personnes. Il y avait plus de monde que lors de la première marche qui se situait à 40-50 000. OK? Alors, ils nous ont au moins concédé le quatrième zéro, c'est-à-dire 10, 100 000 et 10 000. On est passé dans les dizaines de milliers. Et là, ils ne peuvent plus cacher le mouvement. Ils titrent partout « Ça fait peur », la menace des anti-vaccins. Hein? Donc, on parle de menace, on dit « ça fait peur ». Mais avant de revenir sur cette analyse-là, je vais vous montrer rapidement deux vidéos de la marche qui vous montrent l'ampleur de ce qui s'est passé à Montréal. On est peut-être dans la moitié de la tête du convoi. Puis on voit même pas jusqu'au bout. On est même pas de la moitié du convoi. Il y a peut-être plus de monde encore à l'arrière de nous. C'est complètement débile. On va lancer un gros, tout le monde ensemble. Hein? Liberté! 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 Et ça, c'est une vidéo. On va revenir plus tard sur la liberté, mais ça, c'est une vidéo. Ça, c'est le début du convoi. Alors, c'est l'ouverture de la marche. Encore une fois, c'est sur la rue Sherbrooke à Montréal. Vous remarquerez qu'on ne voit pas la fin. Il y a au moins comme 3 fois plus de personnes que ce qu'on voit sur la vidéo. Yo, they're chanting USA. What the fuck? Crazy. Yeah, look at the Yeah, that's great. Alors, c'était la première vidéo. Vous voyez, la personne était même pas dans le milieu de la marche. Elle ne voyait pas la fin en face et il y avait plus de personnes en arrière. OK? C'était un rassemblement monstre. Et je dis qu'on est le fer de lance du mouvement anti-prise de contrôle techno-sanitaire, on pourrait appeler ça. On est le mouvement anti-prise de contrôle techno-sanitaire dans le monde. Il n'y a rien comme ça au Canada. Il n'y a rien comme ça aux États-Unis. Les seuls endroits où est-ce que c'est comparable à ce qui se passe au Québec, c'est en Angleterre et en Allemagne. Alors, bravo à tout le monde. Là, on est exemplaires et on fait peur. Et là, regardez les titres. Là, il y a une analyse ici brillante de Rachel Claveau sur Twitter qui a souvent des analyses très intéressantes. Je vous invite à la suivre. Donc, le Journal de Montréal titrait au lendemain de la marche « Ça fait peur ». Vous comprenez? Et là, regardez le montage. Je vous avais déjà parlé il y a à peu près 3-4 mois d'une une du Journal de Montréal. Et dans les unes du Journal de Montréal, il y a de la manipulation sémiotique, de la manipulation sémiologique.
je vous parlais de cette une du Journal de Montréal qui disait, si je me rappelle bien, là, ça disait comme genre, ça parlait des complotistes. Genre, ça disait, un sondage montre que les Québécois, 30% des Québécois sont complotistes. Et là, tu avais en une, genre, Big Brother arrive chez vous. Vous comprenez? Alors, il y avait comme cette espèce de dissonance cognitive entre les complotistes, mais le journal qui affichait que Big Brother s'en vient. Je vous avais fait l'analyse dans un web journal, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Maintenant, c'est le même genre d'opération sur la une du Journal de Montréal ici. Encore une autre manipulation psychologique. On titre « Ça fait peur ». Et là, regardez le triangle. Le triangle de perception. Ça fait peur. Et là, on nous ramène cette histoire d'attentat de la guerre des motards d'il y a à peu près 12 ans, 15 ans, sur un journaliste. Ça n'a aucun rapport avec l'actualité, mais ça permet au Journal de Montréal de titrer, de placer le mot « attentat » en une, en lien avec « ça fait peur ». Et là, on a, dans le triptyque, là, on a un triangle, ça fait peur, attentat et crise d'octobre. Tout ça, c'est de la manipulation sémiotique. Consciemment, on se dira, non, c'est pas, je ne fais pas de lien, mais subconsciemment, votre cerveau fait des liens entre ça fait peur, attentat, crise d'octobre, etc. Vous voyez comment on fonctionne? Ce sont les gens qui font les unes comme ça, travaillent sur la psychologie. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, là, ce sont des spécialistes en manipulation sémiotique. Okay? Manipulation des symboles. Ça sert à ça, à travers les images. Okay? On a une formation là-dedans. Je pense que Rachel Claveau aussi a une formation en sémiologie. Alors, on les voit quand ils apparaissent. Voilà, donc, des formations professionnelles, mais ça nous frappe. Alors, donc, ils titrent la menace, attentat, crise d'octobre, etc. Ils essayent de spinner ça, de cadrer ça dans sous l'angle de la peur et d'une menace d'attentat possible. Or, notre mouvement est exemplaire, nous n'avons cessé de le répéter et c'est pour ça qu'il est efficace. Je l'ai expliqué dans la crise d'octobre 2.0. On est en train de faire des gains exemplaires parce qu'on est un mouvement très, très discipliné, pacifique, etc., avec toutes les explications que je vous ai données. Maintenant, ça laisse présager l'idée peut-être que le gouvernement voudrait peut-être, je ne sais pas, procéder à une opération sous faux drapeau pour faire perdre l'appui de la population à notre mouvement. Comprenez que s'il y a de la violence, on va perdre le haut du pavé moral. Et c'est ça que les gouvernements font souvent. Quand il y a des mouvements populaires, ils vont créer un attentat et là, ça va faire... ça s'est passé un petit peu comme ça durant la crise d'octobre. Hein, la violence a fait en sorte que ça a fait chuter l'appui populaire. Il y a eu comme une espèce d'acceptation tacite de la loi des mesures de guerre, finalement. Et ça a écrasé le mouvement nationaliste. Et c'est peut-être ça qu'ils veulent reproduire, un attentat sous faux drapeau pour nous faire perdre l'appui de la population. Et ça ne se passera pas. Parce que là, on dit qu'on le sait, puis qu'on les regarde, puis que ce n'est pas nous qui allons créer un attentat. S'il y en a un, je ne veux pas parler trop d'attentats, mais que ce sera l'État qui est responsable. Comme lorsque des manifestations, vous savez, comme des manifestations pour quelques sujets que ce soit, il y a souvent une petite gang de casseurs, de Black Bloc, qui vont aller casser des vitrines, et là, tous les médias vont aller les regarder, et ça va faire perdre la légitimité à la cause. Alors, c'est peut-être ça, ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être ça qu'ils sont en train de préparer, mais ça ne fonctionnera pas. OK? Parce que ça ne fonctionnera pas, parce qu'on les avertit maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'ils veulent faire, et que nous allons rester un mouvement pacifique. Maintenant, je veux vous amener sur ça ici, la raison pour laquelle le genre de conflit dans lequel on est engagé nécessite un haut degré d'éthique. Et c'est le théoricien qui a avancé ça, c'est le théoricien des conflits, l'historien de guerre Martin Van Creveld, hein, qui a écrit des livres importants comme The Transformation of War et Fourth Generation Warfare, où est-ce qu'il explique qu'une des caractéristiques principales des conflits de quatrième génération, c'est que la dimension morale et éthique est essentielle parce qu'il y a un côté informationnel dans les conflits de quatrième génération, c'est surtout des guerres de l'information.
et que dans les guerres de l'information, il faut avoir l'appui du public. La question de la légitimité est importante. Qu'est-ce qui est en train de se passer présentement au Québec? Le gouvernement Legault est en train de perdre toute légitimité. C'est nous qui sommes, qui sommes en train d'engranger la légitimité et l'appui du public, la sympathie du public. Les gens se questionnent de plus en plus. Comme disait le docteur Mayou, la confiance envers les institutions est en train de s'effriter de façon galopante. Et qu'est-ce qu'on pourrait vouloir faire du côté du gouvernement? Bien, essayer de nous faire perdre ce haut du pavé moral en créant de la violence ou des trucs comme ça. OK? Ils ont essayé la même chose avec les gilets jaunes en France. Ils les ont traités de tous les noms, de chemises brunes, de toutes sortes de noms, des insultes. Et puis, finalement, après ça, il y a eu Notre-Dame de Paris, qui a brûlé, etc. Et puis, on fait diversion. Et puis, c'est comme ça que l'État profond opère dans les situations de perte de légitimité. Ils vont essayer de reprendre la légitimité de ce genre de façon-là. Voilà. Alors, donc, ils ont déclenché contre nous un conflit de 4e génération avec le COVID, parce que c'est ça, hein? Un conflit que finalement, nous sommes en train de gagner avec des moyens asymétriques, comme dit Mike Flynn dans la vidéo que je vous ai montrée la dernière fois. Conflit de 4e génération, description. Un conflit de 4e génération implique un ou des éléments suivants. C'est un conflit complexe mené sur le long terme qui implique une guerre asymétrique comme élément tactique, une base transnationale ou non nationale, c'est-à-dire, par exemple, impliquant plusieurs pays, hautement décentralisée. On attaque la culture de l'ennemi. On parle de guerre psychologique et subversive élaborée à travers la manipulation des médias et l'utilisation de moyens de droit légal, comme ils sont en train de faire présentement avec la crise sanitaire, là. Tous les moyens de pression sont utilisés, politiques, économiques, sociaux, militaires, psychologiques. C'est un conflit de basse intensité, comme on voit maintenant, avec des acteurs de tous les réseaux et milieux. C'est non hiérarchisé, des groupes actifs de taille réduite, etc. Donc, l'utilisation de techniques d'insurrection, de guérilla, je vous en ai souvent parlé. Lorsqu'ils ont, et donc, voilà. C'est pour ça que je dis que finalement, encore une fois, je répète que notre mouvement est pacifique et il est exemplaire et nous ne tomberons pas dans les manipulations gouvernementales. OK? Voilà. Alors, parce qu'on est en train, comme je disais, de gagner. Maintenant, on a entendu aujourd'hui à Midi Info que le gouvernement sent la soupe chaude, c'est-à-dire qu'il sent le bris de confiance dans la population. Il le sent. Les médias paniquent, demandent à couper l'Internet, à se débarrasser de Facebook, Martineau, Dutrisac, etc. Ils sont en train de perdre la bataille. On est en train de remporter des gains énormes. Probablement, je veux dire, un des premiers conflits asymétriques, un conflit de 4e génération au monde. C'est absolument historique comme moment. Et là, le ministre Legault, Martine Biron, l'envoyé de Radio-Canada à Québec, à l'Assemblée nationale, disait que François Legault ferait peut-être même un appel à la nation. Comprenez que quand on est rendu à faire un appel à la nation, c'est qu'on a perdu, la situation est grave et qu'on a perdu la légitimité. Okay? Il y a un bris de confiance entre le peuple qui sait que ce virus n'est pas dangereux et le gouvernement qui s'entête dans des mesures sanitaires absurdes avec des opérations de communication, des faux hôpitaux remplis, des faux cas de COVID dans les commissions scolaires, etc. Ça ne passe plus. Ça ne passe plus. OK? Voilà. Alors, ça, c'était pour ça. Maintenant, on a vu la semaine dernière que le gouvernement Legault avait l'intention de serrer la vis au récalcitrant des masques. Alors, on sait pendant 2 mois prévalu de notre droit d'invoquer une condition médicale pour entrer sans masque dans les commerces. Mais là, ce qu'on entend de plus en plus, c'est que même les policiers n'acceptent plus ça. Ce n'est plus possible d'invoquer les raisons médicales. On vous demande un billet du médecin. Même si c'est illégal, ça devient de moins en moins possible de le faire. Et donc, étant donné que Québec va sévir, vous allez avoir des amendes, etc., il y a une possibilité, c'est évidemment de contester ces amendes-là. L'autre possibilité, à ce moment-ci du conflit, pour montrer notre désaccord, ça serait de porter un masque
Et là, je vais lancer l'opération Masque Rouge. Je me suis moi-même procuré ces masques-là. S'il n'est plus possible de rentrer dans les commerces en invoquant une condition médicale, portons tous ensemble un masque rouge pour se reconnaître, pour ne plus être anonyme, pour afficher notre mécontentement, pour afficher à la face du monde notre désaccord et le fait qu'on nous l'impose sans notre consentement pour un virus qui n'est plus menaçant. OK? Alors, donc c'est ça. Tu sais, il y avait les carrés rouges. Moi, je dis masque rouge. Bon, tu sais, je sais que carré rouge, ça fait... Tu sais, la couleur rouge n'est pas très populaire, etc. Mais rouge... Rouge ici, c'est parce que c'est éclatant, ça pète. J'ai choisi la couleur rouge comme ça parce que c'est visible. Bleu, tout le monde a des masques bleus. Rouge, c'est clairement visible, c'est identifiable, ça crève le regard. Alors, portons des masques rouges pour se reconnaître dans les commerces. C'est parce que souvent, on rentre dans les commerces puis on se dit « Garde-moi la gang de moutons, je me sens tout seul, tout le monde porte des masques, c'est déprimant, etc. » Ben oui, s'il y a comme un tiers, un quart ou la moitié même des personnes dans le commerce qui portent des masques rouges, ben on sait qu'on n'est plus tout seul. OK? On sait que ce n'est pas des moutons qui pensent comme nous. Alors, opération masque rouge, c'est ça que je lance. Moi, je m'en suis procuré sur Amazon. Vous pouvez les fabriquer à la maison, en acheter s'il y en a au commerce près de chez vous. Je vais vous les montrer demain et je vais commencer à le porter pour montrer mon désaccord. Pourquoi on dit masque rouge aussi? Ben parce que ça m'a fait penser à une scène du film Ridicule. Je ne sais pas si vous avez vu le film Ridicule de, je pense que c'est Charles Berling. Un de mes films préférés. J'ai dû le voir au moins une vingtaine de fois. À un moment donné, je connaissais pratiquement le dialogue du film par cœur. Et il y a une scène du film à la fin où est-ce que, ben c'est l'histoire, le film, c'est l'histoire d'un noble de province qui essaie d'aider son peuple, ces paysans qui meurent de conditions sanitaires désastreuses. Et il s'en va à Versailles pour obtenir une bourse de la part du roi pour assécher les marais qui causent des conditions sanitaires, de l'insalubrité dans son domaine. Et là, il va à Versailles avec toutes les bonnes intentions du monde et il se rend compte que la cour est pourrie, que tous les politiciens sont pourris, que l'élite est pourrie. Et le masque rouge, ça fait... c'est un peu... C'est-à-dire que ça ressemble un peu à la crise sanitaire qu'on vit présentement. Nous sommes dans une crise sanitaire et on se rend compte finalement que toutes les élites qui nous représentent sont pourries. Et il y a une scène du film à la fin où est-ce que... je ne veux pas vous voler le punch, là, mais on essaye de le piéger dans un bal. Et il arrive et il porte un masque rouge. C'est un masque avec un bec rouge et c'est un petit peu à cause de ça que j'ai choisi la couleur rouge. Alors, je fais écouter cette scène du film Ridicule. C'est le bec rouge. C'est le bec rouge. Voilà, c'est le bec rouge. Alors, Ponce Ludon de Malavoie, qui était un juste, qui a essayé de protéger son peuple et voilà, qui portait le bec rouge. Alors, portons un masque rouge en référence à ça, c'est-à-dire afin de protéger la population, je veux dire, de ces élites corrompues, en s'inscrivant en faux face à ces élites corrompues. Voilà. J'avais un clip que j'ai oublié de vous montrer de Macron qui disait « Nous sommes en guerre ». Quand je parlais de conflit de 4e génération, vous savez qu'au début de la pandémie, il y a plusieurs experts, tout le monde parlait de « Nous sommes en guerre ». Hein? Même Trump l'a utilisé, Macron l'a utilisé. Je vous fais écouter le petit clip. À s'inscrire dans cette union nationale qui a permis à notre pays de surmonter tant de crises par le passé. Nous sommes en guerre. Voilà. Nous sommes en guerre, mais c'est pas... il y a plusieurs façons d'interpréter ça. C'est pas nécessairement une guerre contre le virus lui-même qui était relativement bénin. C'est une guerre, c'est un conflit de 4e génération, multiforme, décentralisé, qui implique toutes sortes d'opérations avec toutes sortes d'acteurs.
sur l'ensemble de la société civile afin d'obtenir un résultat politique donné. Le résultat politique donné, on va en parler dans le prochain web journal. J'avais parlé des passeports COVID, etc. Là, on va montrer un peu dans le prochain web journal où est-ce qu'ils veulent nous amener et pourquoi ils veulent garder la population captive avec la peur du virus afin de faire des gains politiques. OK? Donc, voilà, conflit de quatrième génération. Je vais terminer avec ceci. Il y a eu Dan Pilon et Jonas Collin du Collin Show qui ont fait des appels au boycott de Vidéotron. Je voudrais juste signaler à tous mes auditeurs que Vidéotron, c'est une des branches de l'Empire québécois qui fait le plus de profit et profit avec lesquels les salaires des gens qui nous insultent à tous les jours, qui nous méprisent, qui nous traitent de tous les noms, de fêlés, de cinglés, de complotistes, etc. Leurs salaires sont payés en partie avec les profits de Vidéotron. Alors, est-ce qu'on souhaite vraiment continuer à encourager cette compagnie Vidéotron qui est essentiellement utilisée contre nous? Tu sais, c'est comme une femme battue, là, tu sais, tu te fais tapocher, mais tu veux rester avec la personne. Ouais. Alors, pensez-y bien, ceux qui sont abonnés à Vidéotron, je vous demande de réfléchir à je veux dire, aux implications de rester abonné à cette compagnie. Hein? On dit souvent, on vote avec nos dollars, là, faites le bon choix, pensez-y réellement. Voulez-vous continuer à contribuer au salaire de ces gens, de ces journalistes hautains qui nous méprisent? Hein? Voilà. Alors, on va terminer avec ça ici. Juste pour montrer, ils nous méprisent, etc., parce qu'on se questionne, comme le disait Éric Duhem, sur les mesures d'urgence sanitaire, sauf que partout, je veux dire, dans beaucoup d'endroits ailleurs dans le monde, les gens se sont questionnés et ont gagné devant les tribunaux. Ici, Libération, pourquoi la justice a-t-elle annulé les arrêts sur le masque à Strasbourg, Lyon et Villeurbanne? Alors, il y a des villes en France où les arrêtés, les règlements sur le masque ont été renversés parce qu'ils étaient abusifs. Même chose avec, ici, en Pennsylvanie, un juge en Pennsylvanie trouve que les restrictions liées à la pandémie sont inconstitutionnelles. Comprenez que les gens ont le droit de se questionner et que le gouvernement, souvent, outrepasse je veux dire, ses prérogatives et c'est à la population civile de se lever pour faire respecter ses droits. Maintenant, on dit souvent liberté, liberté, liberté. Dans ces manifestations, je voulais terminer là-dessus. On entend souvent liberté comme dans cette vidéo-là, liberté, liberté, liberté. Sauf qu'il n'y a pas une personne, comme je l'ai tweeté récemment, là, il n'y a pas une personne à qui j'ai parlé qui m'a dit qu'il n'aurait pas accepté les mesures d'urgence sanitaire si le virus avait été extrêmement dangereux. Si le virus avait été l'Ebola, là, très contagieux, très mortel, et tout le monde mourrait, là, tout le monde aurait accepté ces mesures d'urgence sanitaire. Personne n'aurait crié liberté parce que ça aurait été justifié. On crie liberté parce que les mesures ne sont pas justifiées, parce que ce gouvernement a outrepassé ses pouvoirs et nous brime de façon indue de nos libertés, en faisant reposer sa justification sur rien, alors que toutes les preuves scientifiques montrent que ce virus n'est pas dangereux. C'est pour ça qu'on crie liberté. Pas parce que, je veux dire, on aurait refusé ces mesures d'urgence sanitaire-là, quoi qu'il advienne. OK? Alors, on est capable de se faire une tête, et là, on s'est rendu compte qu'il y avait de la frime. Voilà. Juste une petite clarification là-dessus. OK? Alors voilà, ça complète cette édition du Web Journal de Radio-Québec. On va remercier les gens qui ont fait des contributions au Web Journal de Radio-Québec. Merci beaucoup, ça nous permet, on en fait quand même pas mal ces temps-ci. On a retrouvé une cadence de 2 web journaux par semaine, si ce n'est pas plus. Ça, c'est grâce à vous. Vous nous encouragez beaucoup. Il y a des gens qui nous encouragent beaucoup, qui sont solidement derrière nous. Et ça nous donne du courage. Ça nous permet de nous créer un fonds aussi de défense juridique, parce qu'il y a des conséquences légales à tout ce qu'on fait. Alors, on remercie vraiment tous ceux qui nous appuient
que ce soit les 10 $, 20 $, 50 $, des fois 100, même plus. On remercie tous ces gens-là du fond du cœur. C'est réellement apprécié. Si vous voulez faire une contribution au Web Journal de Radio-Québec, Alexis Cossette-Rudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5, sur PayPal, paypal.me/Alexis Cossette, sur Interac, Alexis, radioquebec.ca. Maintenant, vous comprenez que les journaux, eux, les médias traditionnels sont en pleine panique parce que leurs revenus sont en train de s'effondrer et que plein de nouvelles chaînes commencent à émerger. Il y a notamment The Colin Show qui fait un travail exceptionnel. Il y a Gilles Belrose de Guns N' Roses aussi. Il y a Éric Daou, vous les voyez partout, hein, ces YouTubers, Amélie Paul, etc. Il y a des gens qui se lancent dans le multimédia. Ça bourgeonne partout. Et il faut les appuyer parce que nous sommes le futur médiatique. Et c'est pour ça que les journaux et les journalistes sont en maudit contre nous parce qu'on est en train de les broyer. Non seulement notre résistance est en train de mettre le gouvernement sur la défensive, il est en train de perdre la face et toute crédibilité, c'est le fait qu'on se lève debout grâce aux médias sociaux, comme en 2016 aux États-Unis, qui permet ça. Et c'est pour ça qu'ils disent couper le câble. On a tellement de succès qu'ils disent couper l'accès à Internet, pas couper le câble, là, ça c'est... couper le câble, ça veut dire couper Vidéotron, entre autres. Hein. Le câble, c'est Vidéotron. Parce qu'on a tellement de succès qu'ils ont peur, ils savent qu'ils sont condamnés. Et là, il y a plusieurs personnes, plusieurs journalistes qui nous attaquent sur nos finances, etc. Il y a Jonas de Colin Show qui m'appelait et qui me disait « Alexis, on me critique. » Je dis « Fais-toi-en pas, on est l'avenir, on a besoin de professionnalisme, d'équipement et tout ça. » Et donc... laisse-les pas t'atteindre là-dessus. On est en train de les broyer. Ça, c'est grâce à vous. Qui sait, hein? Dans 2 ans, dans 3 ans, c'est peut-être nous qui allons avoir pignon sur rue au centre-ville de Montréal. Et eux autres, ces journaux-là auront fait faillite. À ceux qui critiquent nos sources de financement, je vais dire à ces journalistes-là, essayez-vous donc au sociofinancement. Vas-y, Martineau, essaye donc de te payer un salaire puis de continuer ton activité journalistique avec du GoFundMe, avec un compte PayPal. Ça fonctionne, les médias, ça fonctionne seulement parce que vous volez l'argent au monde et puis que vous le donnez comme vous le recevez automatiquement. Le gouvernement pompe de nos taxes, de notre argent pour vous aider. Essayez avec le sociofinancement, voir quel genre de financement vous allez avoir. Okay? Alors, ils sont finis, ils le savent et nous sommes l'avenir et ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup à tous ceux qui nous appuient. Voilà. Alors... questions, commentaires. J'ai un dernier... On va terminer avec... je vais vous laisser... Je vais prendre les questions, commentaires, mais avant de quitter, je vais vous montrer une vidéo de 3 minutes et demie en accéléré 8 fois des personnes qui passent de la marche. La vidéo dure 1 demi-heure. C'est 1 demi-heure de personnes qui marchent, qui descendent la rue Saint-Hubert. Et je l'ai accéléré en 8 fois. Elle dure 3 minutes et demie. On va se laisser là-dessus après la section questions-réponses. Alors, quoi d'autre? Ah, c'est ça, exactement, Brigitte Nadeau. Ils ne survivraient pas 2 jours sans nous voler de l'argent de nos taxes. Ils ne peuvent vivre qu'en venant chercher l'argent dans nos poches, en nous vampirisant, c'est comme ça. De toute façon, vous comprenez que ça devient de moins en moins légitime. Les gens, ça fâche les gens de plus en plus de voir que l'argent de nos taxes va aider les médias qui sont en faillite, que c'est plus un modèle viable. L'avenir de l'information, c'est le sociofinancement, point. Si tu dis des choses qui ont du sens, que les gens aiment, etc., les gens vont t'appuyer, ça va grossir. Si tu racontes n'importe quoi, si tu fais chier le monde, les gens vont retirer leur appui, comme en coupant le câble à Vidéotron. Ils n'ont pas d'avenir, ils savent qu'ils n'ont pas d'avenir. C'est pour ça qu'ils sont frustrés, parce que leur modèle est désuet. L'avenir, c'est le sociofinancement en information. Ah oui, il faut que je mentionne demain à Québec. Ben oui. Alors, évidemment, on vous invite à nous rejoindre demain
vers 16 heures devant l'Assemblée nationale pour je vous aller parler à nos députés parce que là, ça ne fonctionne pas du tout. Là. Il y a une grosse partie de la population qui est dans la rue. Il n'y a pas un seul député qui nous appuie, qui parle de cette fraude de l'urgence sanitaire, qui critique le gouvernement. C'est 125 vendus et c'est là qu'il y a bris de confiance avec la démocratie. Il y a bris de confiance, comme le disait Éric Duhem avec Sophie Durocher, il n'y a pas un maudit journaliste qui nous appuie, qui reflète les opinions de la population. Pas un seul député non plus. Il y a un vice démocratique et un vice informationnel, un vice médiatique. C'est pour ça que la population se lève. Alors, allons leur dire notre façon de penser aux députés, de façon pacifique. Comprenez? Et le mot de passe, ben oui, Alexis Cheblabel, merci. Le mot de passe, Alexis Cossette-Trudel, radioquébec.ca, avec le mot de passe Alexis, c'est-à-dire que vous pouvez poser n'importe quelle question dans le genre « Qui a marché sur la Lune? » Alexis. La réponse, c'est Alexis tout le temps. Okay? En tout cas, c'est celle que j'essaye tout le temps. Quelle que soit la question, je réponds Alexis. Si ça ne fonctionne pas après 4 essais, ben c'est tant pis. Coupe le com. Autre chose. Pouvez-vous imaginer, je veux dire, à quel point c'est un moment historique? Moi, j'en reviens pas, je veux dire... J'en reviens pas de ce qui est en train de se passer au Québec. Je veux dire, on est en train de battre l'establishment. Tu sais, aux gens qui disaient il y a quelques années, il n'y a rien qui se passe, les Québécois sont des moutons, etc. Regardez ce qui se passe. On est en train. C'est que les Québécois sont on est un peuple tranquille. Et quand ça bouge vite. Ça, je l'ai dit au Call-in Show, dans mon entrevue au Call-in Show. J'ai dit, quand ça bouge vite au Québec. Au Québec, il y a des vagues. Orange, conservateur, NPD, etc. Puis à partir du moment où est-ce que ça parle, là, puis qu'on commence à convaincre les gens dans les familles, ça bouge vite. Là, la CAQ est en train de perdre tout son électorat. Tout son électorat. OK? Alors, ils ont peur de ça. Ils ont peur du point de bascule où est-ce que le Québec, là, où est-ce que ça part en vague. C'est spécial, le Québec. C'est pour ça qu'il y a des opérations spéciales pour le Québec. C'est pour ça qu'il y a un Arruda au Québec. C'est pour ça qu'ils utilisent le lien épidémiologique au Québec et qu'ils ne l'utilisent pas ailleurs. Qu'il y a autant de morts comptées COVID au Québec, qu'il y a des mesures d'urgence sanitaire au Québec alors qu'il n'y en a pas ailleurs. Que le chemin Roxham, c'est au Québec. Ils essayent d'asservir le Québec. Okay? Il y a comme une espèce de focus sur le Québec, là, parce que le Québec, c'est spécial. Ça, il y a comme quelque chose de l'ordre de la communauté d'esprit. On a un logiciel particulier au Québec, là, dans la tête. Hein, une culture particulière, un lien social qui est encore suffisamment fort. En France, on remarque des fois que le lien social s'est beaucoup dégradé. Au Québec, il est encore solide, le lien social. Ben, je veux dire, en voie de fragilisation, mais... Et donc, il y a ces mouvements-là et ils ont peur de ça. Et c'est pour ça que Legault veut s'adresser à la nation parce qu'il sent, comme le docteur Mayou l'a dit, là, qu'il y a une érosion de la confiance envers les institutions galopante. Et là, on est en train de basculer dans la vague. Comme les vagues, tu sais, comme la vague NPD avec, comment il s'appelle, là, je ne me rappelle plus son nom, là. En 14, là, la canne, je ne me rappelle plus. J'oublie toujours les noms en live. Mais c'est ça, on est spécial au Québec, on est spéciaux. Et là, ils sentent la soupe chaude. Alors, attention aux opérations sous faux drapeau. Nous autres, on reste pacifiques. On reste pacifique parce qu'on mène un combat comme Gandhi, mais aussi parce que dans le type de conflit dans lequel on est engagé, un conflit de 4e génération, la dimension morale est essentielle pour faire des gains. Est-ce qu'on s'entend? C'est ça que je voulais dire ce soir. OK? Lisez Van Creveld. OK? C'est un des plus grands historiens des conflits. Fourth Generation Warfare Handbook. OK? C'est exactement le type de conflit dans lequel on est engagé, exactement le genre de type de conflit dans lequel les États-Unis ont été engagés dans l'élection de 2016 et depuis. Un genre de théoricien de ces conflits-là, c'est Mike Flynn. Je vous ai montré plusieurs fois le vidéo. On est engagé là-dedans au Québec et on est en train de gagner. Ils paniquent. Ça fait peur, comme ils disent.
avoir 70 000 personnes dans la rue. Ils savent que c'est au moins 10 fois plus de personnes que ça au Québec, si ce n'est pas 20 fois plus de personnes que ça au Québec qui appuient le mouvement. C'est en train de faire boule de neige. Alors demain à Québec, oui, c'est en anglais ce livre-là. Le livre s'appelle Fourth Generation Warfare Handbook. Il est peut-être difficile à obtenir. J'en ai une copie ici. L'information, c'est le pouvoir. Exactement, Rachel Claveau. Rachel Claveau. L'information, c'est le pouvoir. Exactement. Et là, on est en train de les battre parce que, à cause de notre guerre de l'information, on est entré dans un conflit d'information et on est en train de les battre. Sinon, on n'aurait pas tous les journalistes de Québécois sur le dos à nous traiter de tous les noms. Le premier ministre qui veut faire un appel à la nation, on parle de menaces, etc. Non, 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 non. Nous autres, on est gentils, c'est un conflit comme Gandhi, et puis on est en train de gagner. Et on est en train de voir que toutes les institutions sont pourries. Comme disait Trump, là, c'est le marais. Il y a un marais énorme au Québec. Hein? Et il va falloir un jour vider le marais. J'irais jusqu'à dire, faites attention à vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on devrait, pour leur enlever, là, ils vont vouloir nous framer, comme on dit en français, en québécois. Là, ils vont vouloir nous déstabiliser avec, il y a eu cette espèce d'accolade de la journaliste qui nous a fait perdre de la légitimité. Il y a eu ces appels au meurtre de Legault. Ils essayent comme ça de nous faire perdre le haut du pavé moral. Ça ne fonctionne pas. Ils vont tenter probablement quelque chose de plus. Alors, c'est pour ça que je dis, ne leur donnons aucun outil pour nous coincer. Surveillez votre langage sur les réseaux sociaux. Arrêtons d'utiliser l'expression traître pour Legault. On sait qu'est-ce qu'il a fait. Il a vendu le Québec. Il y a un nom pour ça. Mais pour les semaines qui s'en viennent, utilisons un langage intelligent, des faits. Réduisons le niveau d'insulte, là, même si on est fâché. Puis même si on sait que ce qu'ils sont en train de faire, là, c'est odieux. Opérons cette transition de l'émotion vers les faits, vers la raison. Hein? De l'émotion vers la raison. Alors, réduisons le langage émotif et, je veux dire, donnons plus de puissance à notre langage raisonné. Faits, arguments. OK? Voilà. C'est ça qui va nous faire gagner. Il ne faut pas leur donner du pouvoir. Si vous utilisez des insultes, etc., vous leur donnez du pouvoir. C'est ça qu'ils veulent. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses? 48. Le rouge, c'est l'amour. Ouais, tu sais, des fois, on dit rouge, ça peut être communiste, etc. Là, c'était le bec rouge dans Ridicule. C'est ça qui m'a... c'est un masque rouge. C'est visible, c'est criard comme couleur. Hein? Et donc, on les remarque tout de suite. Un masque bleu, tu le remarquerais pas nécessairement. Un masque rouge, ça détonne. Le rouge, c'est l'amour, exactement. Soyons exemplaires. Moi, c'est ça que je voudrais vous dire. Là. Je voudrais terminer là-dessus. Je l'ai dit dans mon discours de samedi. Ah, ça n'a pas écrit. Est-ce que je suis capable d'écrire en ligne? Non, ça n'écrit pas, je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà, soyons exemplaires.
Soyons exemplaires. Ne leur donnons pas de la prise sur nous. OK? Cessons le langage émotif. Utilisons le langage de la raison. Nous allons continuer à faire des gains. Parce que l'objectif, ce n'est pas de se défouler. L'objectif, c'est de faire des gains. Puis on fait des gains. Ah là, voilà, ils sont en retard. On fait des gains en étant exemplaires, en gardant le haut du pavé moral et en utilisant la raison. Même moi, je vais faire un effort. OK? Des fois, j'ai envie de dire, là, Arruda, Legault, mais je vais me... On va se contrôler à Radio-Québec. On va donner l'exemple. Questions, commentaires. Ce qu'ils n'aiment pas surtout, là, je veux le rappeler, hein, s'il faut regarder les noms des personnes qui commentent sur Radio-Québec, moi je les vois aussi les noms sur les dons, là. C'est des gens qui viennent de tous les horizons. OK? On a comme... ils ont fait, comme j'ai dit, l'union sacrée du peuple. OK? Parce qu'ils s'attaquent à tout le monde simultanément. Ils s'attaquent à nos enfants. Qu'on soit musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes, etc., ils s'attaquent à nos enfants. Tout le monde a le même sentiment. À partir du moment où est-ce qu'ils s'en prennent à nos enfants, tout le monde est uni, on est tous humains contre ces salopards. OK, on n'utilise plus salopard, right? OK. Soyons pacifiquement déterminés. Ça, c'est bon, ça. Excellent. Soyons pacifiquement déterminés. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Questions, commentaires? Je ne vois pas de questions. Je vois beaucoup de bonsoir, mais je ne vois pas de questions. Je suis peut-être trop en retard sur les commentaires. Autre chose? On n'utilise plus crapule non plus. On n'utilise plus salopard, on n'utilise plus crapule. Pendant un temps, là, on fait un time-out là, sur salopard et crapule. On devient exemplaire linguistiquement parlant pour leur donner aucune prise sur notre mouvement. Juste des faits, là. On va les bombarder avec des faits à tous les jours. On va avoir des vidéos dans les hôpitaux qui vont montrer que les salles d'urgence sont vides. Des vidéos dans les écoles aussi. Si vous êtes capable de montrer, de produire des vidéos de ce qu'ils font à nos enfants dans les écoles, sortez-les, on va les produire. C'est comme ça qu'on va gagner, en montrant à la population ce qu'ils essaient de faire dans l'obscurité. En jetant la lumière sur ce qu'ils essaient de faire dans l'obscurité. On n'a pas besoin d'insultes, OK? Même si ça fait du bien des fois, là. Juste avec les faits, on est capable de les battre. OK? On va se laisser là-dessus. On va changer notre niveau d'énergie, certains disent. C'est ça, genre. OK, on va se laisser là-dessus. Je vous laisse sur la marche, le vidéo qui dure 3 minutes. Vous pouvez continuer à écrire dans les commentaires. Le vidéo dure 3 minutes et demie. C'est des gens qui défilent sur l'avenue Saint-Hubert en accéléré 8 fois. Ça dure une vidéo qui dure une demi-heure. Je l'ai fait 8 fois, donc il dure 3 minutes et demie. On se laisse là-dessus, puis on se voit demain à Québec devant l'Assemblée nationale. Salut la gang. Salut tout le monde.
000 personnes selon le Journal de Montréal. C'est pas 10 000 personnes, ça. Ça, c'est 70 000 personnes. L'énergie de la foule était incroyable. That's it. Une demi-heure de personnes qui défilent. Salut tout le monde.